Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Petit Châtelet, présentent Le funeste testament de Jean Daillon, interprété par Laurent Charpentier. Mercredi 9 juin 1638. Assis devant Isaac de Laffemas, le nouveau lieutenant civil de Paris, M. de Tilly n'en menait pas large. Les yeux à demi baissés sous ses lourdes paupières, le magistrat l'observait en silence, imperscrutable. Avait-il suffisamment bien coiffé sa tignasse rousse? Sa moustache en aigrette n'était-elle pas trop hérissée? Son pourpoint noir était-il suffisamment brossé? S'interrogeait Gaston, qui s'efforçait de garder un air grave et respectueux, évitant de laisser filtrer cette expression hargneuse et combative dont son ami Louis se moquait si souvent. C'est que M. de Tilly ne passait jamais inaperçu. De taille médiocre, avec un corps trapu et vigoureux, son cou de taureau était surmonté d'une tête carrée, envahie par une chevelure rougeâtre poussant comme de la mauvaise herbe. Quant à son nez écrasé, il faisait immanquablement penser au groin d'un sanglier, dont il avait également le poil dru et le caractère batailleur et entêté. La veille, Louis Fronsac était venu le trouver dans la chambre en soupente qu'il occupait rue de la Poterie. On venait de porter un courrier à son père, Pierre Fronsac, l'un des plus importants notaires de Paris. La missive indiquait que messire le lieutenant civil Isaac de Laffemas recevrait M. de Tilly à son hôtel à la pique du jour. Louis et Gaston se connaissaient depuis l'âge de 12 ans. Ils avaient été pensionnaires durant 6 ans au collège de Clermont, où ils avaient connu d'incroyables aventures. Après la classe de rhétorique, en 1631, ils avaient soutenu leur thèse de philosophie le même jour, toujours à Clermont, puis suivi les enseignements en vue de la maîtrise ès-art. C'est alors que Gaston, orphelin sans fortune, bien qu'appartenant à l'un des plus grands lignages du royaume, avait reçu une proposition de son oncle, Hercule, ancien soldat ayant combattu sur nombre de champs de bataille. Si ce dernier eût préféré que son neveu fasse carrière dans l'Église, il n'ignorait pas que le garçon voulait suivre les traces de son père, lieutenant de prévôt, et refusait d'entrer dans les ordres. Or, la France combattait en Hollande, et les troupes manquaient d'hommes. Son ancien capitaine, M. de Maisonneuve, lui avait écrit à ce sujet. Il commandait un régiment sous les ordres du prince d'Orange et offrait à son neveu une charge d'enseigne dans la compagnie du vicomte de Turenne. Certes, il s'agissait d'un grade de bas officier, mais Gaston avait accepté sans hésiter et abandonné ses études, persuadé d'acquérir la gloire et de s'enrichir à la pointe de son épée. Cependant, les 12 livres de gages par semaine étaient rarement payés. De plus, la campagne n'était guère vigoureuse, le cardinal de Richelieu préférant soutenir le roi de Suède en Allemagne. Pire, à la fin de l'année 1631, Turenne s'était compromis dans un ridicule complot avec son frère et la reine-mère. Il avait été rappelé à Paris pour s'expliquer. Gaston, bien que s'étant distingué dans la prise de Bergue, se retrouvait sans ressources et sans perspective. Par chance, au début de l'année 1632, il avait reçu une lettre de M. Fronsac qui lui avait obtenu une charge municipale. M. de Maisonneuve lui avait facilement donné congé, bien content de se débarrasser d'un homme qu'il ne pouvait payer, et M. de Tilly était rentré en France au printemps. Meilleur ami de Louis, au collège de Clermont, le fameux établissement des Jésuites de Paris, Gaston avait très tôt été adopté par M. et Mme Fronsac, qui le considéraient comme un autre fils. Sachant que le jeune homme souhaitait faire carrière dans la police et la justice, le notaire, qui avait été échevin et faisait régulièrement partie des bourgeois mandés, élus ou tirés au sort pour représenter les quartiers lors de l'élection du prévôt des marchands, s'était démené afin que son protégé obtienne un office de police à l'hôtel de ville. À Paris, la sûreté publique était assurée par différentes institutions. La première, et la plus puissante, était la vicomté, avec à sa tête le prévôt, ou garde de la prévôté, assisté du lieutenant civil et du lieutenant criminel de robe courte. Ensuite venait le guet nocturne, commandé par le chevalier du guet,
puis c'étaient les seigneuries et les prévôtés qui conservaient encore un pouvoir de justice et de police, comme le Temple ou l'abbaye Saint-Germain. Enfin, venait l'hôtel de ville et son bureau. Durant l'absence de son ami, Louis avait été inscrit comme avocat au Parlement et venait d'être reçu comme notaire au Châtelet. Ses succès avaient incité M. de Tilly à passer enfin la maîtrise ès-art et à soutenir une lecture inaugurale sur Aristote. Grâce à ses faits d'armes en Hollande, il avait également obtenu son inscription comme avocat au Parlement. Jugé plus que qualifié, Gaston avait facilement été agréé en tant que commissaire au quai de Grève. Évidemment, il avait aussi dû payer la charge de 300 écus, mais avec les économies qu'il était parvenu à faire sur ses gages d'enseigne et un emprunt auprès de M. Fronsac, ce règlement avait été facilement acquitté. Son travail consistait à veiller à l'approvisionnement par barque du quartier de la Grève et à surveiller les prix sur les marchés des quais, de la place Baudoyer et de Saint-Jean, en particulier celui du pain. Depuis 1630, la famine régnait dans le Parisis et en Picardie. Une violente épidémie de peste, la maladie étant toujours endémique, avait encore aggravé la situation. Pour ces raisons, la moindre augmentation du prix du blé provoquait un embrasement populaire. M. de Tilly devait aussi vérifier le trafic fluvial et l'activité des officiers, jurés ou mesureurs, qui collectaient les taxes, tant sur les quais que sur les marchés, et qui avaient tendance à tricher dans les encaissements. Il avait exercé ce travail durant 4 ans, et les échevins le jugeaient comme un des meilleurs officiers de la ville. Mais Gaston visait une autre fonction, celle de commissaire au Châtelet. Non point une charge de commissaire de quartier dit à poste fixe et hors de portée de sa bourse, car atteignant 20 à 25 000 livres, mais peut-être un de ces 21 offices surnuméraires que Louis XIII avait créés 3 ans auparavant et dont seulement 9 étaient pourvus. Gaston vivait chichement et avait économisé sou à sou, d'abord pour rembourser M. Fronsac, ensuite afin de pouvoir postuler à la charge convoitée. Et quelques jours avant la visite de Louis, il avait appris qu'un office de commissaire examinateur se trouvait à la vente pour 8 000 livres. M. Fronsac avait donné des garanties à la veuve qui le cédait, puis écrit au lieutenant civil, Isaac de Laffemas, lui présentant M. de Tilly. Son courrier était accompagné d'une lettre élogieuse de l'ancien prévôt des marchands, Michel Moreau, trépassé à la fin de l'année précédente, et qui avait été le prédécesseur de Laffemas à la lieutenance prévôtale. Voilà pourquoi Gaston avait été convoqué rue Saint-Julien-le-Pauvre, dans le bel hôtel que possédait le lieutenant civil.